Oui, d'accord, merci. En fait, j'ai modifié un peu le titre parce que je veux parler un peu des photographes, photographes reporters d'origine hongroise. Ils sont une vingtaine qui collaborent au VU. Et le cas précis sera Louis Hatzel et Lucien Aigner, euh, donc, qui ont travaillé ensemble et qui avaient un pseudonyme. C'est ce pseudonyme que j'ai découvert d'abord, Louis-Lucien Roguer, je ne sais pas comment prononcer finalement. Et donc je vais parler plus longuement de ces deux personnalités. Donc le point de départ de cette recherche était la découverte d'une série de romans policiers publiés à Budapest entre 1934 et 1937, signés Louis-Lucien Roguer. Il s'agit en fait de deux auteurs, Louis Hatzel et Lucien Aigner. Ils sont tous les deux d'origine juive. Ils sont devenus journalistes et ils ont quitté la Hongrie pour Berlin et ensuite pour Paris et qui incarnent une carrière typique. Il s'agit de l'intellectuel ou l'artiste hongrois d'origine juive qui quitte le pays et qui fait une carrière internationale. Et donc cette communication s'intéresse d'une part à leur carrière et d'autre part au contexte social et culturel européen de leur carrière. Et l'organisation de la communication est faite par ville d'abord. Donc la première ville, c'est Budapest. Et je veux parler un petit peu de la situation des Juifs à Budapest. Parce que la plupart des émigrés hongrois viennent des familles juives qui arrivent à Paris. Donc 1867, c'est le moment de la naissance de la monarchie, et c'est en même temps une loi sur l'émancipation des Juifs dans l'Autriche-Hongrie qui leur facilite la situation. Et en Hongrie, il y a une situation particulière parce que la bourgeoisie, qui deviendra la force motrice de l'économie et de la culture, est d'origine étrangère, surtout allemande, et ils ont souvent la confession juive. Et la communauté juive incarne à la fin du siècle la bourgeoisie moderne scolarisée avec tous ces symboles de statut. Par exemple, posséder un appartement à 3 pièces, ça symbolise une appartenance à la bourgeoisie moderne. Ils sont bien représentés parmi les artistes et les intellectuels. Presque la moitié des journalistes sont d'origine juive. Ils se concentrent sur Pest. Ils vivent donc à Pest. Ils sont des juifs néologues. Donc ils choisissent l'assimilation. Ils apprennent le hongrois. Ils changent leur nom. Et souvent, cette origine juive est tenue en secret. Et la scolarité, c'est bien sûr une priorité. La scolarité, c'est un moyen de mobilité sociale vers le haut et c'est un moyen de légitimité de leur statut social et économique. Et concernant le journalisme, ils ont un rôle très important dans l'évolution du journalisme, qui signifie à cette époque le choix de la langue hongroise. Avant, on avait souvent des exemples des journalistes qui ont écrit à la fois en allemand et en hongrois. Maintenant, il s'agit du choix d'une langue, et c'est la langue hongroise. Le premier exemple de la presse à grand tirage, c'est marqué Pesti Hírlap, et ensuite il y a des moments, et cette évolution culmine avec la fondation de Az Est, Miklós Andor. Est, c'est le soir, ça sera un des sommets du journalisme hongrois. Miklós Andor aussi vient d'une famille juive très pauvre. Et ensuite, toute cette évolution est freinée après vers les années 20, avec numerus clausus d'une part, donc une loi pour réduire le nombre des étudiants d'origine juive aux universités. Et à partir des années 20, il y a de plus en plus d'attaques contre la presse juive. Et la photographie a un statut particulier
pour cette deuxième génération des Juifs émancipés, ça devient l'art de cette deuxième génération parce que c'est une activité qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de système de règles. Et être photographe signifie avoir une profession bourgeoise à l'époque en Hongrie. Et il faut également préciser que pour les femmes, c'est un moyen pour gagner leur vie. Il y a beaucoup de femmes photographes à l'époque et qui viennent ensuite en France. Donc deuxième moment, je n'ai pas dit que, bien sûr, il y a une sensibilité de droite qui caractérise ces journalistes et ces artistes. Il faut mentionner le rôle de Lajos Kosek et son cercle du travail. Avec une intense activité des photographes. Et après la chute de la République des Conseils, et après le numerus clausus, il y a une vague d'émigration, d'abord à Vienne, soit à Vienne, soit à Berlin. Et à Berlin, vous le savez sans doute, il y a une colonie hongroise très importante avec des figures comme Balázs Béla, le théoricien du cinéma, Köstler, István Székely, un réalisateur, Lukács et Stefan Laurent, on n'a pas encore mentionné son nom, qui est un auteur de films. Il fait des films à Vienne et à Berlin, et qui devient l'éditeur de Münchener Illustrierte Presse jusqu'à 1933. C'est à ce moment il devient emprisonné et il quitte l'Allemagne pour l'Angleterre. Et il est important comme le fondateur de la magazine Lilliput. Et un de nos journalistes, Aigner, travaille à Berlin avec Stefan Laurent. Il faut mentionner aussi l'influence de László Moholy-Nagy et la présence de photographes, Márton Munkácsy, qui deviendra célèbre, et Friedman Endre, qui n'est pas encore Robert Capa à Berlin. On a évoqué hier Arbeiter Illustrierte Zeitung, on a également évoqué les photomontages de John Hartsfield. Et donc, ces magazines, Berliner Illustrierte Zeitung, qui est un des premiers qui emploie un conseiller artistique pour l'agencement des photos. Donc, tous ces magazines recourent à des agents et à des photographes comme Munkácsy ou Salomon. Et donc, c'est une importante tradition pour Vue. On l'a évoqué. Et la troisième ville, c'est Paris. Et dans l'entre-deux-guerres, une partie importante des photographes français sont des émigrés. Et parmi les émigrés, on trouve 27% d'origine allemande et 20% d'origine hongroise. Et en France, le photographe hongrois ou le reporter photographe d'origine hongroise reste jusqu'à aujourd'hui un mythe très important. On peut penser par exemple à des romans, séries de romans comme Vautrin et Franck avec Blemia Borowicz ou Anne-Marie Garin avec Traversée du siècle. Là aussi, il y a des photographes d'origine hongroise. Et donc, il y a dans les années 20 et 30 des artistes qui sont déjà photographes ou qui deviennent photographes en France. On peut les regrouper en trois groupes. Il y a celles et ceux qui ont déjà exercé ce métier à Budapest, Erzsé Landau, Margit Klein ou Rosiné. Celles et ceux qui deviennent photographes à Paris, André Steiner, François Collard. Et celles et ceux qui ont mené une carrière dans les beaux-arts, Brassai, Alexander Trauner, Lucien Hervé, et qui devient photographe à Paris. Il y a une très forte solidarité des émigrés qui profitent surtout des relations de Kertész et de Brassai. Et en général, en quelques années, ils établissent un réseau de relations. Ils participent à des expositions, ils publient des photos dans la presse. Il y a beaucoup d'agences
RAFO, par exemple, fondé par un autre photographe d'origine hongroise, Charles Rado, DAFO ou Alliance Photo, à laquelle Kappa et Emmerich Feher travaillent pour cette agence. Et Ara Press, c'est l'agence de Hatziel et Aigner. Et j'ai vu, dans un premier temps, il y a 3 photographes surtout, Curtis, Germain Krull et Ali Lothar, qui déterminent l'identité visuelle de l'hebdomadaire. Vous les connaissez tous. Germain Krull, c'est important parce que elle a fait un travail commun avec Simenon. Simenon a un roman photo, La folle d'Itterville, qui est le seul volume de la collection phototexte, et c'est Germain Krull qui a fait les photographies. Et donc, il y a à peu près 2 douzaines de photographes qui travaillent, qui collaborent à vue, plus ou moins longuement, et plus ou moins intensément. Parmi ceux qui collaborent pendant une dizaine d'années, on trouve Lucien Aigner et son agence Aral avec 120 articles. Braschai aussi est présent, mais avec moins d'articles. André Steiner ou François Collard, qui est d'origine ouvrier et qui devient le photographe des ouvriers, ou Nora Dumas, Hergé Landau, toujours avec moins d'articles. Il y a des photographes qui participent plutôt au début de l'aventure. Curtis, bien sûr, dès le début, jusqu'à 36, mais à partir de 34, il collabore moins. Henrik Gutmann, Margit Emmerich, Kellen, Roger André et Rosie Ney, et des photographes qui collaborent plutôt dans la deuxième période, Bernard Mandel, avec beaucoup d'articles, et Robert Capa avec quelques articles, mais quand même avec des articles très importants. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est que déjà, sur la couverture d'un numéro de 1934, Capa apparaît sur la photographie, il incarne le tueur au boomerang. Donc si vous regardez cette couverture, c'est Capa qui incarne ce personnage. Et il y a quelques collaborateurs, pour moi, moins connus, sauf Marton Munkaci et le comte et la comtesse Karoly. Karoly était le premier ministre de la République des Conseils, et le comte et la comtesse ne participent qu'à un seul numéro. C'est le numéro consacré au pays des soviets. 4 articles, 4 photos de la comtesse et un article du comte. Donc vous voyez que la présence des photographes hongrois est important. Et ce qui fait la particularité de Hatziel et Aigner, c'est que eux, ils écrivent aussi, donc ils font des textes et des images à la fois. Donc, voyons un peu leur histoire. Donc, depuis un certain temps, je m'intéresse à l'histoire du policier hongrois, et comme c'est un genre dont l'histoire est mal connue, il faut aller à la recherche des textes et des auteurs. Et c'est ainsi que je suis arrivé à ce nom énigmatique et à 8 romans policiers publiés entre 34 et 37 sous ce pseudonyme. Tout semble indiquer que, comme d'habitude, c'est le traducteur qu'on peut considérer comme l'auteur. On range ainsi ces romans sous le nom de Laszlo Hatziel. Cependant, 4 de ces romans existent en traduction française, un en traduction anglaise, et un des romans a été l'objet d'une adaptation cinématographique en 1936 à Hollywood. Un tel succès pour un auteur hongrois des années 30, dont on ne sait à peu près rien, peut intriguer à juste titre. Et sur certains sites, littérature populaire, wienerweb.net par exemple, l'auteur était considéré comme français avant de redevenir, au fil des contributions des amateurs éclairés hongrois, ou plus exactement de devenir ce qu'il a toujours été, le pseudonyme de ces 2 émigrés hongrois qui ont vécu et travaillé ensemble en France. Donc ce pseudonyme cache donc 2 auteurs.
On peut facilement retrouver la trace d'Aigner, le plus connu de ces deux mal connus. Il est devenu un célèbre photographe pour ses photos qu'il a prises de personnalités comme Einstein, Gandhi, Churchill ou Mussolini. Ce dernier, il a réussi à le photographier en train d'éternuer, photo qui est devenue l'une de ses plus connues. Aigner est né en 1901 à Eshakouvar, dans une famille juive, et il est mort aux États-Unis en 19. En revanche, préciser les données sur Louis Hatziel exige de fouiller plus. Selon les archives de la police parisienne qui se sont révélées une source importante, il est né en 1896 et non en 86, comme on le croyait jusqu'ici, ce qui supposerait d'ailleurs une différence d'âge trop importante entre les deux amis à Budapest dans une famille juive, et il est mort selon toute vraisemblance déporté dans un camp de concentration en 1944. Ils se sont rencontrés d'abord à Berlin. Aigner travaille ici, je l'ai précisé, avec Stefan Laurent. Ils deviennent ensuite les journalistes de Özest, donc à Budapest, le journal d'Andor Miklós, puis ils quittent la Hongrie pour Paris. Selon les archives de la police, Hatziel arrive en France en 1923, où il réside successivement, par exemple, à Saint-Maur, ensuite à la rue Bonaparte, rue Mazarine, rue Madame, et tout semble indiquer qu'il retourne en Hongrie en 1934. Aigner arrive à Paris un peu plus tard en suivant James Abbey, le photographe américain avec qui il a travaillé en Hongrie à la demande de son patron. Contrairement à Hatziel qui ne semble pas s'intéresser à la photographie, Aigner se trouve parmi les premiers qui commencent à faire des photographies avec des appareils Leica. Selon Daniel Leenaerts, Aigner achète cette marque sur les conseils de son ami Kit Rosser. Il s'agit d'un appareil qui permet d'aller au plus près de l'événement et de faire des photographies dans des conditions difficiles. Il est intéressant de citer les archives de la police pour voir comment les autorités le décrivent. Donc Aigner, en 1932, petit, brun, avec une petite moustache anglaise, beaucoup de toupets, se glissant partout. On le voit dans toutes les réunions politiques. Ensuite, en 1940, dans un autre dossier consacré à lui, petit, brun, fluet, type sémite accusé, petite moustache, grand fond, parle le français à la perfection. Il arrive en France en 1925. Sa mère et sa sœur le suivent en 1929 et en 1932, il épouse à Paris sa compatriote avec qui il habite ensuite à la rue Brancion jusqu'à juin 1940, moment où il quitte définitivement la France. Et c'est à cette adresse que se trouve le siège de son agence Ara Press. Du décembre 1930, il loue avec Hatziel un appartement au 48 rue Madame, dans lequel l'une des chambres fonctionne comme bureau de leur agence et l'autre comme chambre à coucher d'Hatziel. De ces informations, on peut tirer plusieurs conclusions. L'histoire de leur agence est liée à deux appartements. L'un est celui qui se trouve à la rue Madame, qu'ils louent ensemble du 30 jusqu'à 34. C'est la durée du travail commun des deux amis à Paris. L'autre se trouve à la rue Brancion, où Aigner vit avec sa femme. De cette époque, Aigner travaille avec d'autres collaborateurs. Mais comme les traductions françaises des romans paraissent sous le pseudonyme de Louis-Lucien Roger, et c'est soit Ara Press, soit Hatziel et Aigner ensemble qui apparaissent comme les propriétaires des droits, leur collaboration semble continuer de distance. Sur ce point, on n'a que des hypothèses. Hatziel seul semble être l'auteur des 8 romans en hongrois. Aigner semble l'aider à en publier en France, mais est-ce Aigner qui les traduit ou le fait-il traduire? Je ne sais pas. Nous avons donc deux collaborateurs, l'un Aigner plus médiatisé, plus connu, qui est le responsable à la fois des textes et des images, et Hatziel plus discret, énigmatique, qui ne s'intéresse qu'à l'écrit. Le fait qu'il rentre de la France en Hongrie peut surprendre, surtout à un moment, au milieu des années 30, où ce trajet se fait plutôt en sens inverse. Nous avons donc deux noms qui renvoient à jamais à cette collaboration. Ara Press, leur agence, nom construit à partir des premières et dernières lettres de leur nom, AR et AL, et leur signature à partir cette fois de leur prénom Louis et Lucien. En revanche, je n'ai aucune idée sur la provenance de ce mystérieux nom Roger. Dans un deuxième temps, voyons en quoi consistait leur travail commun. Et donc, les reportages publiés dans Vue
vous voyez la répartition des articles par année. Il faut mentionner qu'en 1935, il y a moins d'articles. Il y a ici une rupture parce que c'est le moment du retour d'Hatziel en Hongrie. Et Aigner commence à travailler pour d'autres journaux, donc non pas pour Vue, mais pour le Petit Journal et pour l'Intransigeant. Et ensuite, à partir de 1936, il retrouve progressivement de nouveau sa place. Donc il y a une deuxième prise de position. Et j'ai précisé que Aigner a cette particularité qu'il est auteur à la fois des textes et des images. Et dans un article que j'ai trouvé, qui est un bref texte, il théorétise en quelque sorte son pratique, et c'est très important que les deux codes, que l'un n'est pas subordonné à l'autre. Picture takes in situation at a glance, picture produce impact, right adds meaning. Et concernant brièvement les reportages, en 1931, on a déjà 4 articles et c'est important parce qu'ils annoncent des tendances à venir. Le premier qui signe ensemble, c'est ça, coq, savant, texte et photo ensemble. Et c'est signé Louis Lucien. C'est un reportage sur un couple de dompteurs. Donc c'est pas un thème très sérieux. Ce qui est important, c'est l'insolite, bien sûr, qui revient ensuite souvent dans les thèmes et dans les photos. Ensuite vient quelque chose de plus important, deuxième article en 1931, l'impromptu de Versailles, l'élection d'un nouveau président, grand reportage de 4 pages, texte signé Aurélien Philippe, et il y a des photos de Kit Rosser, quelques photos de Keystone et 11 photos de Harald Press. Et Aigner fait ces photos, donc vous pouvez voir que c'est Aigner qui est au plus près des personnes. Donc la distance est vraiment petite par rapport à d'autres photos. Et c'est une particularité de la méthode d'Aigner d'aller au plus près possible des événements. Troisième article, instantané de Genève, avec 6 photos. Donc un thème politique. Notre collaborateur a réussi à prendre sur le vif quelques attitudes et gestes de ces hommes d'État. Et ici, les légendes des photos en bas, ce sont tous des phrases imaginées qui pouvaient être prononcées par le personnage qu'on voit. Donc la légende contribue à pouvoir imaginer une petite histoire. Et le quatrième article, c'est un reportage sur l'Angleterre. Et donc, on voit que ce qui intéresse Aigner, c'est l'actualité politique. Il se considère comme, je cite, political commentator on political events, le quotidien et le déplacement fréquent. Cette année, France, Angleterre et Suisse. Donc, à partir de 1932, ils semblent être bien intégrés dans le réseau de la magazine. En 1932, ils publient un livre, les deux, Nous désarmons, vision de la conférence pour la réduction et la limitation des armements en Genève 1932, texte et photographie de Lucien Aigner et Louis Hatziel avec la préface de Pertinax. Il s'agit de la reproduction de presque 200 instantanés et Vue puise plusieurs fois de cette matière qu'ils font à Genève. Et ici, vous pouvez voir quelques photos. Ici aussi, il est très près. Ces photos sont loin d'être des caricatures. Et on voit, c'est une question qu'on a posée hier sur la qualité esthétique. On voit
que ici, ce n'est pas forcément la qualité esthétique qui est importante, mais ce qu'on peut prendre sur le vif. Et donc, pour la presse, on voit la prédominance des thèmes politiques. Mais en même temps, il y a toujours ça, donc l'insolite, le jeu, le club des 100 kilos, c'est signé uniquement par Aigner. Donc c'est important, la composition, la disposition des images, le jeu avec les vues rapprochées et avec l'utilisation de la plongée, de la contre-plongée. Et il y a une diversité de plus en plus grande des thèmes. Ensuite, le Paris mondain, dîner, vacances, enfants, jeux. Il y a ce fameux reportage qui est fait à Stresa sur Mussolini, mes vues ne reproduit pas cette image fameuse où il est en train d'éternuer. Il y a aussi parfois des personnages connus, des chanteurs, 3 ténors qui parlent, ou Yehudi Menuhin, Marlène Dietrich. Il faut également mentionner un reportage en 3 parties sur le quartier latin qui est fait par Kertész et Aigner. Et donc, à partir de 1935, on ne retrouve plus aucune mention d'Ötztal. Donc, Aigner travaille seul, souvent comme envoyé spécial, en exclusivité. Et à partir de 1936, Aigner publie des séries, souvent autour du 1er avril. Donc ce sont des jeux, des photomontages. Ici, vous pouvez voir le corps et la tête des animaux, ou un article toujours pour le 1er avril, extraction de l'or des écailles de poisson. Donc un article qui joue avec le vraisemblable. En 1938, poisson d'avril, donc c'est marqué, la tête des politiciens apparaît d'une manière insolite. Et aussi ça, un jeu de jambes, montage. Et donc, dans la dernière période, à partir de 1936-1937, il y a de moins en moins de matière. Aigner s'oriente vers les États-Unis. Il a un contrat pour Life. Et à partir de 1937, il n'y a que des thèmes américains. Donc il envoie des reportages de l'Amérique. De 1931 jusqu'à 1937, 16 reportages de la presse sont publiés dans un autre magazine de l'époque, Adam, destiné aux hommes. On peut observer des parallélismes. Certaines matières sont exploitées ici et là. La conférence de Genève ou le reportage à Stresa. Il est également à noter que les reportages d'Aral paraissent aussi en Argentine, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Danemark, en Allemagne, en Angleterre, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suisse et aux États-Unis. Et donc, comme conclusion, on peut dire d'une part qu'on a vu que Aigner et Ötztal sont devenus des collaborateurs réguliers. Il y a une diversité de plus en plus grande, avec une présence régulière des thèmes politiques. Et comme au début, sur la photo, il photographie donc à l'insu, si c'est possible, et il essaie de camoufler l'appareil pour être au plus près des événements. Il joue avec les possibilités. Et ce qui est important, comme il précise, c'est l'action et pas forcément la qualité esthétique de l'image. Et le photographe, il est donc à la fois présent et absent. Il s'efface, mais il est là. Et la garantie, c'est les yeux et c'est l'appareil du photographe. Et on voit qu'il y a une nécessité de la collaboration.
soit avec Oziel, soit avec d'autres, et surtout avec la direction artistique de la magazine. Ces montages, ce n'est pas Oziel qui fait, mais c'est la direction artistique de vue. D'autre part, deuxième conclusion, c'est évident que il continue cette tradition incarnée par les journalistes hongrois d'origine juive. Je lis cette citation. C'est très important pour comprendre le changement qu'il apporte dans la presse hongroise. Ensuite, les Juifs ont fait leur apparition et avec eux, les rédactions sont devenues pleines de vie et d'animation, tandis que nous, chrétiens, voulions nous décharger d'une manière sournoise pour le reportage ou la politique sur un autre, comme nous aspirions tous à la littérature agréable ou à la critique théâtrale élégante, sans quitter nos cercles d'habitués. Les jeunes Juifs ont fiévreusement arpenté la ville, ils étaient partout, ils savaient tout. Le responsable de la rubrique politique a passé toute sa vie au Parlement ou dans les cercles politiques. Ils ont créé ce qu'on peut appeler l'interview, qu'on ne connaissait que de la presse étrangère. Ils ont promu la rubrique économique, qui ne valait pas la peine de bricoler parce que personne ne la lisait, au rang de rubrique la plus importante. Les Juifs ont commencé à se rendre à l'étranger. Ils ont créé les relations internationales de la presse. En un mot, ils ont rattaché la presse hongroise à la presse européenne. József Vészi, Isidor Barna, Sándor Braun, tous les trois juifs ont été les créateurs de la nouvelle presse hongroise. Et ensuite, il y a une deuxième génération qui continue ce travail. Aigner et Hatzel incarnent la troisième. Et un troisième élément de conclusion, en effet, l'activité d'Hatzel et Aigner représente un paradigme dont les caractéristiques, être partout, se renseigner sur tout, pour tout comprendre, correspond bien sûr au paradigme indiciaire. Dans ce processus, l'enquête est inséparable du processus de témoignage et d'archivage, rendant possible la coexistence ou le mélange des genres, reportages et récits policiers, des codes écrits et images et des médias. Et ce processus de perception, compréhension et archivage se déroule dans un espace de plus en plus globalisé. L'activité d'Aigner et Hatzel et de bien d'autres illustre à merveille cette tendance. Le fait que les deux Hongrois étaient en parfaite correspondance avec les tendances européennes peut être prouvé par un exemple. Le romancier d'origine belge Simenon a publié entre 1931 et 1934 les romans, les premiers 19 romans de Maigret. En même temps, Simenon publiait aussi un photoroman, j'ai déjà fait une allusion, en 1931, et à partir de 1934, il voyageait d'abord en France, ensuite en Europe, enfin autour du monde pour enregistrer ce qu'il voyait sous forme d'images et de récits. Ces reportages qu'on peut considérer plutôt comme des récits de voyage que des enquêtes d'investigation journalistique ont été publiés dans les colonnes de Voilà ou de Marianne. L'entreprise menée par Simenon coïncidait tout à fait avec celle menée par Aigner et Hatzel. À partir de 1939, pour fuir aussi la guerre, Aigner allait travailler aux États-Unis selon son contrat avec Life et Hatzel sans doute trouver la mort dans un camp de concentration. En Hongrie, Hatzel tombe dans un oubli presque total, mais on parle guère plus de son partenaire Aigner. Parmi les photographes photojournalistes d'origine hongroise, ce sont plutôt les noms de Kappa, Kertész ou Brassai qui viennent à l'esprit que le sien, donc il est temps de les redécouvrir. Merci pour votre attention.